En fait, l'assurance maladie universelle, c'est une assurance. Et une assurance, c'est une forme de mutualité, une forme d'organisation solidaire qui voudrait que dans une communauté ou dans un groupe, on s'entende pour mettre en commun de petits revenus ou de petites ressources pour constituer un panier. Quel panier va nous servir lorsque quelconque parmi nous dans la même communauté, dans le même groupe, sera frappé par le coup du sort? Si nous prenons la maladie comme un exemple d'événement qu'on peut considérer comme l'expression du coup du sort, parce qu'on peut être malade comme on ne peut pas être malade, l'assurance maladie va être donc une organisation qui veut qu'on nous demande à chacun de nous une contribution, de sorte que le jour où quelqu'un ou certains parmi nous seront malades, que ceux-là ne commencent pas à se poser des questions. Est-ce que j'ai les sous? Est-ce que j'ai l'argent pour aller en consultation? Est-ce que j'ai l'argent pour aller me soigner? Donc, dans l'hypothèse, on aura constitué ce panier que j'assimile à l'assurance maladie, que constitue l'assurance maladie. C'est plutôt ce panier, sa prestation qui va être déclenchée. Il me suffira tout simplement d'aller aux soins et ma part qui me revient, ma petite proportion qui me revient, c'est cela que je paye. C'est le panier qui va servir à payer l'essentiel. C'est vrai qu'on peut être malade, ça peut coûter des millions, c'est des choses qui arrivent, mais parfois, autour de nous, dans nos communautés, c'est une question de 10 000, de 20 000, il y a des pertes en vies humaines. C'est de ces situations que le chef de l'État ne voudra plus. Et il voudrait nous engager tous à aller dans une solidarité à l'échelle nationale. D'où l'aspect universel. Parce qu'il y a peut-être dans la salle qui sont déjà assurés, certainement puisqu'il y a des fonctionnaires. Et donc l'aspect universel de l'assurance maladie que nous construisons veut dire que sur l'ensemble du territoire, c'est vrai que ça va se faire progressivement. On ne va pas réaliser ça spontanément comme avec un coup de bâton magique, ça va se faire progressivement. Mais l'aspect universel voudrait que lorsqu'on y arrive, il n'y ait plus personne. Là, le test parle de citoyens, parle aussi même de résidents au Togo. Personne sur notre territoire ne peut être en dehors de l'assurance maladie, ne peut être en déficit de la couverture d'assurance en cas de maladie. Voilà l'objectif. Mes collègues ont abordé l'existence de l'INAM depuis 2012. Je vais dire qu'on prend l'INAM, les fonctionnaires et agents de l'État ainsi que les retraités de l'État ou de la fonction publique ont déjà une couverture maladie. Cette couverture maladie ne va pas changer outre mesure ou on ne va pas rajouter, parce que parfois on entend dire aussi, nous on a déjà l'INAM, est-ce que nous allons cotiser encore pour? Cela ne change pas en lui-même. On va considérer l'INAM qui a cours depuis 2012 comme le début de ce que nous appelons aujourd'hui assurance maladie universelle. On n'a pas pu l'appeler ainsi à l'origine parce que dans la vision, je crois que depuis le début, le chef de l'État avait une vision, voyait très loin, mais avait choisi d'aller progressivement. Donc à l'époque, comme cela, l'expérimentation s'arrêtait à nos parents de la fonction publique et des retraités de la fonction publique, il n'était pas très indiqué de parler de universel parce que nous n'étions pas tous concernés. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à l'étape de l'extension de ce qui se faisait avec l'INAM, mais cette fois-ci avec une amélioration sur le contenu, une amélioration sur les plateaux techniques, une amélioration sur le maillage du territoire. Parce que selon ce qui nous est confié, on ne devra plus avoir
un village qui se situe à plus de 5 km d'une formation sanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des trous sur le territoire. C'est cet aspect que le ministre de la Santé a abordé. La volonté du chef de l'État, nous travaillons dessus. Il y a grosso modo 70 formations sanitaires en termes de rénovation comme en termes de construction qui sont en finalisation dans les savanes. Il y a 70 autres qui sont lancées dans la Kara, ainsi de suite, pour pouvoir résorber les zones où aujourd'hui nous voyons qu'il y a encore des trous qui ne nous permettent pas d'être en accord avec la directive de pas plus de 5 km de distance entre un village, une localité et une formation sanitaire. Au-delà, il faudra, le ministre de la Santé l'a aussi abordé, il faudra motiver nos frères qui sont du corps médical pour pouvoir les retenir, donner des incentives qui permettent que chacun de nos concitoyens, même situés très très loin de Lomé ou de Kara, puisse avoir les mêmes niveaux de soins basiques que celui qui est autour de Kara ou autour de Lomé. Avoir un niveau de pharmacie acceptable également dans les centres de santé. L'assurance maladie, donc, pilotée, enfin, pour laquelle l'INAM était pilote jusque-là, va s'étendre aux autres couches de la population. Donc, à part nos parents fonctionnaires et les retraités de la fonction publique, il y a les salariés du secteur privé et les retraités du secteur privé, ainsi que les autres travailleurs qui ne sont pas strictement des salariés, mais qui travaillent et qui ont des revenus. On va parler des artisans, des agriculteurs, nos frères du monde informel, les ministères de culte, en tout cas, tous ceux qui font une activité qui génère des revenus, mais qui ne répondent pas du statut strict de salarié. Tout ce monde est confié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tel que je l'ai décrit, vous voyez que du ressort de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a deux sous-groupes. Le groupe des salariés et retraités du secteur privé formel et le groupe des travailleurs qui ne sont pas strictement des salariés mais qui travaillent et qui ont des revenus. Donc le premier sous-groupe étant déjà adressé et dans la base de la CNSS par rapport à son cœur de métier d'origine qui est de faire des prestations de pension, d'abord de recevoir des cotisations au moment où les salariés sont en activité pour pouvoir préparer leur retraite. Ce monde est donc déjà identifié. Je crois que certains, s'il y en a du privé, certains ont commencé par recevoir des SMS de la Caisse nationale de sécurité sociale depuis le 2 ou le 3 janvier pour communiquer pour confirmer leur enregistrement, communiquer leur numéro d'immatriculation AMU et indiquer à quelle échéance les cartes d'assurance AMU seront disponibles. Cette opération est en cours et donc dans une deuxième phase, puisque nous avons parlé de progressivité, dans une deuxième phase, le monde ouvrier, enfin pas ouvrier, les travailleurs qui sont du monde du travail indépendant, l'informel, les artisans, les agriculteurs et les ministères de culte vont à leur tour être enrôlés, mais sur la base d'une forme de cotisation qui sera différente de celle qui est aujourd'hui retenue pour les salariés. Cette cotisation, nous reviendrons, les équipes reviendront, nous-mêmes on reviendra pour échanger avec cette catégorie-là, ces corporations, et c'est d'entente que nous allons pouvoir fixer leur cotisation et leur panier. Le chef de l'État nous ayant dit ou ayant pris l'engagement de ne laisser personne sur le carreau, il reste parmi nous quand même, quand on finit de dire tout ça, il reste parmi nos concitoyens des gens qui ne peuvent plus travailler, des gens qui ne travaillent plus, des gens qui sont à un certain âge. Dans nos milieux, on a connu des parents de grands agriculteurs qui ont travaillé, qui ont transpiré, ont mis nos aînés, nos parents à l'école. Aujourd'hui, ce sont des parents qui sont à un certain âge,
qui n'ont plus la force physique, qui ne peuvent plus cultiver la terre, c'est quand même des citoyens qui ont besoin d'être assurés. Donc, sur la base du registre social des ménages et des familles, sur lequel Madame le ministre de l'Affaires sociales et d'autres corps spécialisés de l'État travaillent, on identifiera ceux parmi nous qui, réellement, dans la vérité, sont dans l'incapacité de travailler et donc n'ont pas de revenus, que nous appelons la catégorie des vulnérables, qui seront également assurés. Vous comprenez que ça va coûter beaucoup de ressources à l'État. C'est pour ça qu'il faut que la solidarité globale puisse jouer. L'assurance maladie a quel intérêt? L'intérêt premier de l'assurance maladie, c'est lorsque vous êtes malade, que vous ne vous posez pas la question, est-ce que j'ai l'argent pour aller aux soins? Et qu'il y ait un mécanisme qui prenne votre place pour payer les formations sanitaires, pour les prestations qu'on fait à votre faveur. Alors, dans ces conditions, il y a que nous devrons véritablement nous associer. Nous devons véritablement nous rendre tous responsables du mécanisme. Le schéma qui se présente est un schéma de répartition 80-20, c'est-à-dire l'assureur porte jusqu'à 80% des frais de soins des assurés et chaque assuré portera, hormis les vulnérables dont le cas est complètement à part, chaque assuré portera 20%. Si on prend un exemple simple, lorsque vous êtes malade, vous êtes assuré, vous êtes malade, vous allez aux soins et les soins coûtent 10 000, 80% de 10 000, ça fait 8 000. C'est l'assureur maladie qui va payer les 8 000, vous payez 10 000. On peut amplifier le cas, vous payez 2 000. On peut amplifier le cas pour que ça ait un sens. Il est possible que quelqu'un soit malade et que ça va nous coûter 1 million. À l'origine, s'il n'a pas le million, on ne peut pas le soigner. Dans l'hypothèse de l'assurance maladie universelle que nous construisons, il n'aura qu'à chercher 200 000 et le système, la solidarité nationale jouant, le système va s'occuper des 800 000. Et on a connu des cas où des soins coûtent 10 millions, etc., etc., etc. On fait l'exercice. Quels sont les avantages de l'assurance maladie dans ce format universel? Parce qu'on a aussi entendu dans les contacts, dans les réunions, dans la sensibilisation, on a entendu, hormis le cas INAM, on a entendu des gens dire « Nous, on a déjà eu une assurance maladie, pourquoi vous venez nous déranger ?» En réalité, l'assurance maladie, même chez les privés, lorsque vous y allez tout seul pour faire assurance maladie avec votre famille, personne ne vous donnera l'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'en dehors, parmi les produits d'assurance, c'est l'assurance maladie qui est l'assurance la plus sensible. C'est l'assurance maladie qui est l'assurance de haute consommation. On va prendre un exemple simple. Le palais des congrès de Kara, je crois que ça fait au moins 20 ans en allant. Si on essayait même de faire une assurance maladie, une assurance incendie pour le palais des congrès, je suis sûr qu'il y a 10 ans, 20 ans, on a payé la prime, mais le palais des congrès n'a pas brûlé. On est d'accord? Il y a plusieurs bâtiments dans la cité, plusieurs maisons où on peut donner l'assurance incendie, mais la probabilité que l'incendie survienne est tellement faible. Mais comparé à la maladie, dites-moi, dans cette salle, dites-moi, si on nous assure dans cette salle, dites-moi si, même au bout de 1 mois, au bout de 3 mois, personne ne serait malade. Ce n'est pas évident. Certains le seront, d'autres le seraient. Donc l'assurance maladie, pour l'assureur même, c'est un produit très délicat. C'est un produit de haute consommation. Mais c'est un produit aussi fragile parce que parfois, on joue avec l'assureur.
il y a des substitutions, les gens sont assurés, vont présenter d'autres personnes à leur place, les gens viennent dire des affections qu'ils n'ont pas, parfois en complicité avec nos amis du corps médical. On fait des prescriptions, on fait des achats. Parfois, c'est pour donner à des parents pour lesquels on n'a pas cotisé, ou même parfois c'est pour aller vendre cela. C'est pour ça que le système d'assurance maladie universelle étant une chose à nous tous, nous devons rester tous éveillés, tous les gardiens et surveillants du dispositif. Parce que je peux vous dire, ce que le chef de l'État nous a confié, c'est il ne s'agit pas de faire un truc pour 2022, 2024, ou 2023, 2024, 2025. Pour lui, il veut que nous prenions rendez-vous avec l'histoire, que des années, des décennies après, que ceux qui nous succéderont, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent se dire, il y avait des gens qui ont eu le courage de bâtir quelque chose dont nous héritons. Donc, pour pouvoir transmettre ceci en héritage, il nous incombe de rester dans l'éveil et dans l'équilibre. J'ai parlé de souscription individuelle qui n'est pas possible en assurance maladie classique. Mais dans le dispositif AMU, si vous n'appartenez pas à un groupe, si vous n'êtes pas dans une entreprise, si vous n'êtes pas dans une association, vous êtes maçon ou vous êtes menuisier, ou vous faites un travail quelconque, il vous est loisible de vous immatriculer et de bénéficier de l'assurance maladie. Dans l'assurance classique, il y en a peut-être certains qui ont l'expérience parce que je vois des parents d'un certain âge aussi dans la salle. Lorsque vous avez 60, 65, 70 ans, vous chercherez assurance maladie, vous ne trouverez pas. Vous aurez même l'argent, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que l'assurance maladie, le risque maladie, en fait, en lui-même, croît en fonction de l'âge. Lorsque nous arrivons à un certain âge, il y a plein de maladies qui sont presque de l'évidence. Alors que l'assurance, c'est plutôt le fait hasardeux, le fait accidentel. Vous ne pouvez pas amener à l'assureur quelque chose qui est déjà évident. C'est comme vous venez de mettre feu à votre maison et vous courez pour vous assurer. Il n'acceptera pas. Or, dans les tests de l'AMU, il est dit, c'est sans distinction d'âge. Quel que soit l'âge, même si quelqu'un a 200 ans, on le prendra en charge. La solidarité nationale doit pouvoir jouer en sa faveur. Le test précise encore, c'est sans exclusion de pathologie antérieure. Même si vous avez des maladies que vous traînez maintenant, vous souscrivez à l'assurance maladie universelle, le dispositif va vous prendre en charge parce qu'on a l'espoir que parmi les 8 millions que nous sommes, il y en a qui n'ont pas la même pathologie, qui ne vont pas nous coûter aussi cher que vous, et que la mutualisation du risque au sein de la communauté nationale évite qu'on vous laisse sur le carreau. Il y a tellement d'avantages, on ne va pas en finir. Mais je voudrais, pour m'arrêter là, au moins, partager avec vous. On dit aussi que la prime de la cotisation a augmenté. Non, la cotisation n'a pas augmenté. Ceux qui sont à l'INAM, jusque-là, je crois que c'est 7% qu'on prélève, pas qu'on prélève, qu'on reverse à l'INAM. Mais le fonctionnaire ou l'agent de l'État supporte 3,5, c'est-à-dire la moitié. Et l'État lui-même, en tant qu'employeur, verse pour chacun des concernés 3,5 également. Pour les retraités, ils ne payent que leurs 3,5. Il n'y a pas d'employeur pour reverser une quelconque part, mais ils bénéficient des mêmes prestations que les actifs. Ça fait partie d'autres avantages dont je n'ai pas parlé. Ici, pour bâtir le système, pour financer tout ce dont le ministre de la Santé a parlé, pour pouvoir assurer un certain équilibre et amortir les pics qui peuvent tenter de déstabiliser le système, on a voulu aller sur des bases solides, tout en améliorant les prestations.
Donc, au lieu des 3,5, on a rajouté que 1,5, ce qui passe de 3,5 à 5%. Mais n'oubliez pas que l'État lui-même, employeur aussi, ses parts initiales de 3,5 sont augmentées de 1,5 supplémentaire et que ça passe à 5%. Ça voudrait dire qu'en faisant ce que nous faisons, l'État aussi a pris l'engagement d'accroître ses propres charges en accompagnement de nos citoyens. C'est la même proportion qu'on a retenue pour le privé. Donc nous voulons compter sur vous pour passer le message, comme le ministre du Travail l'a dit, pour pouvoir passer le message, pour pouvoir communiquer avec nos concitoyens, avec vos administrés, pour que l'adhésion puisse, que nous constatons déjà bien, puisse encore être à l'optimum et que nous puissions véritablement laisser en héritage aux côtés du chef de l'État ce joyau à ceux qui vont nous succéder. Je vous remercie.